on a pas mal de choses à voir, des extraits de films et surtout beaucoup à discuter. Donc on a 2 heures devant nous qui vont être étalées sur... pas étalées, pardon, scandées en 2 parties avec une première époque qui va jusqu'à 2003, une deuxième époque de 2003 à nos jours. Donc il y aura une première salve de films sur lesquels on va pouvoir discuter. Enfin, en tout cas, nos invités vont pouvoir discuter. Il y aura à peu près 3/4 d'heure de discussion sur la première époque avec les films et 1/4 d'heure de discussion avec vous. Voilà. La deuxième partie se passera exactement de la même manière. Est-ce que ça vous va ? Bon. Donc, juste pour rappeler, depuis l'an dernier, nous avons lancé ces rencontres de documentaires sur grand écran qui se veulent des moments de réflexion sur le documentaire, son histoire, son économie et ses formes artistiques. Donc, c'est vaste. À raison de 3 rencontres par an, on espère pouvoir non pas boucler la boucle de la réflexion sur le documentaire, mais en tout cas l'entamer sérieusement. La question de la programmation s'est posée évidemment pour nous qui la pratiquons au quotidien, cette programmation, parfois de façon empirique, tout en nous interrogeant constamment sur cette pratique et sur nos choix. Pour amorcer un cycle de réflexion, c'est que la première rencontre sur cette question de la programmation. Il nous a semblé judicieux de nous appuyer sur l'exemple d'un festival voué au documentaire depuis maintenant 40 ans, et ce d'autant que... 50 ? 45 ans, pardon. Alors, on va faire la 47e édition. Bravo. Donc, 46 ans, donc, on va dire. Et ce d'autant que Yves de Péritier avait fait un premier travail qu'on peut dire d'historien sur le cinéma du réel. Nous avons donc choisi ici de scander cette histoire où 7 programmateurs et programmatrices se sont succédés par une dizaine de films qui sont autant d'étapes sur le chemin de ce qu'on peut appeler une extension du domaine documentaire, j'ose, et depuis ces premières années, marquées par le cinéma direct, mais ça là-dessus, bien sûr, ça va être l'objet de toutes nos discussions. Donc autour de cette table, Yves de Peretti, réalisateur d'une dizaine de films documentaires, avec entre autres un formidable long métrage sur le film de Murnau qui s'intitule Tabou, Dernier Voyage, également fondateur d'ADOC, une association de cinéastes documentaristes, cofondateur, et formateur, pas coformateur, si bien sûr, formateur aux ateliers Varan. Donc merci Yves. Thierry Garel, aujourd'hui conseiller artistique, ou comme il le dit, consultant bénévole de bonne cause documentaire. C'est ça. Donc un long parcours, 12 ans à l'INA, 6 ans au service de recherche de l'ORTF et 21 ans comme directeur des documentaires sur la chaîne Arte, et ce jusque 2008. Corinne Bopp, aujourd'hui déléguée générale des rencontres du cinéma documentaire organisées à Montreuil par Périphérie, qui fut chargée de programme, elle aussi, sur Arte, enfin elle aussi, en tout cas chargée de programme sur Arte pendant 4 ans, Arte Strasbourg, oui, de 2000 à 2004. Et elle a participé à la programmation du cinéma du réel de 2005 à 2018. Enfin, Catherine Bizerne, qui est aujourd'hui déléguée générale du cinéma du réel depuis 2018. Oui 19. Enfin, oui, tu as été nommée en 2018 et la première édition, c'était en 2019. Directrice artistique également du Centre des écritures cinématographiques au Moulin d'Andé, qui a créé, donc là le lien entre tout le monde existe, a créé les Rencontres du cinéma documentaire en 1998 et avec Claudine Boris, et qui fut déléguée générale du festival Entrevue de Belfort de 2006 à 2012. J'ai rien oublié ? J'ai été la première déléguée générale de ADOC à partir de 1993 jusqu'en 2007. C'est vrai. J'avoue, je vais zapper. Nous allons donc découvrir
Yves, hein, c'est ça, les extraits de films choisis par Yves de Péritty pour la période qui va de 1979 à 2003. Et puis nous ouvrirons la discussion sur cette première période du festival, peut-être une sorte de préhistoire même. Yves, est-ce que tu veux introduire cette période de renouveau du cinéma documentaire dans les 2 dernières décennies du XXe siècle? Voilà. Oui, bonjour. Oui, pourquoi d'abord, pourquoi cette division Cette division, simplement puisque le festival, au départ, s'appelait Festival international de films ethnographiques et sociologiques, et donc jusqu'en 2003, et qu'il a changé de titre en 2004, et il s'est appelé finalement Festival international de films documentaires. Donc cette appellation est là pour nous interroger. On va la questionner, de voir comment justement les choses ont évolué. Peut-être 2 mots pour dire pourquoi je me suis intéressé à cette histoire-là, au fond. Je veux dire, je ne sais pas très bien. C'est en écoutant Catherine Bizerne, quand elle est la première année où elle a présenté le festival, et qu'elle avait dit, en parlant de sa programmation, qu'elle avait parlé du socle sur lequel elle s'était appuyée, qui étaient les 6 directrices et directeurs artistiques qui l'avaient précédée. Et que, alors justement, je me suis demandé ce que c'était que ce socle, et j'ai eu envie de l'interroger. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans une recherche dont je ne pensais pas qu'elle m'amènerait aussi loin. L'idée, c'est d'aboutir à un film, mais en même temps, ça m'a amené à des écritures, à des recherches, à des rencontres avec plein de gens pour essayer de comprendre. Et puis, évidemment, cette histoire du réel, cette évolution, c'est aussi une évolution du documentaire. Donc c'est évidemment ça qui m'intéressait, c'était à travers ça de questionner le documentaire. Donc voilà, donc les 2 périodes. Donc on a fait, avec Annick, on a essayé de réfléchir sur 10 films qui puissent être emblématiques de la programmation du réel. Alors c'est à peu près, pour dire, c'est un peu plus de 5000 films, ce qui veut dire que le choix était plutôt ardu. Donc c'est un choix qui est en partie objectif, en partie subjectif. Enfin, je veux dire, c'est un choix qui n'est pas, on peut dire, terriblement subjectif. De films, mais il y a des films peut-être qui sont très marquants, très connus, d'autres qui ne le sont pas tant que ça, ou qu'on a peut-être oublié, que vous allez peut-être découvrir. Bon, en tout cas, c'est des films qui, chacun, on peut le défendre. Présenter les 4 premiers. Oui. Les 4 premiers donc de cette période où le festival était très lié à la notion de direct. Je veux quand même rappeler ici, avant, que le cinéma du réel est né d'un autre, que la première année, ça s'appelait pas cinéma du réel, ça s'appelait Rencontre du cinéma direct, quand Danielle Chantreau, qui était la directrice du service audiovisuel de la BPI, a eu l'idée d'accueillir Jacques Villemont pour ces rencontres de cinéma direct, qui était la suite d'un festival qui avait été les années précédentes à la Maison de la Culture de Créteil. Donc à l'époque, Quelle année 78. 78. Donc c'était vraiment le début. Beaubourg, pour vous rappeler, pour les moins de 20 ans, a ouvert en 77. Donc c'était vraiment les débuts de Beaubourg. Beaubourg montrait beaucoup de choses du cinéma. Il y avait du cinéma expérimental, il y avait des films sur l'art. Et donc, Daniel Chantreau s'est intéressé avec l'équipe de la BPI donc pour accueillir ce premier festival. Certains moments, on dit que ça commence en 19, mais en fait, je crois qu'il faut réintégrer. Et maintenant, on réintègre 78, et dans les papiers, on voit qu'il y avait une transition, même si entre 78 et 79, le festival a changé puisqu'il est devenu compétitif, et que surtout, il a été, d'autres partenaires se sont joints, le CERDAV, le CNRS et le comité du film ethnographique. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une initiative de Jacques Villemont. Ça a tellement bien marché la première année
que Jean Rouch, qui rêvait d'un festival depuis longtemps, s'est dit je ne peux pas passer à côté, et donc a repris, si je puis dire, rechapeauté le festival, mais avec l'équipe qui avait été l'équipe de la première année. Voilà, donc Suzette Glénadel, qui peut témoigner de cette époque, puisqu'elle était déjà dans l'équipe. Voilà, tout ça pour dire, alors, choisir, donc on va regarder des extraits de 4 films qui ont été, je crois, marquants. Et donc, on va commenter ensuite. Alors, le premier, c'est un film d'Elgar Heidemeyer, qui a été le Grand Prix 1980. Si c'est ça le destin, je ne vais pas le prononcer en allemand parce que ma prononciation serait... Je sais qu'il y a des germanistes dans la salle et je veux pas me lancer. Enfin, Van Wegen, Schicksal. Si c'est ça le destin, en tout cas. Vous entendez bien le son? J'ai l'impression que ça va, ça vient. Le second, c'est le fameux Black Harvest de Bob Connolly et Robin Anderson, donc, qui ont été primés à 3 reprises du Grand Prix du festival, donc ils sont évidemment emblématiques de cette première époque du festival. Donc ça, c'était le troisième, et je pense que Thierry pourra nous en parler, puisqu'il était coproducteur du film à l'époque. Alors le troisième qu'on a choisi, c'est Dans la chambre de Vanda, film qui avait été montré à Locarno, mais qui était un film dont tout le monde se rappelle, je crois, dans les 2 projections qu'il y a eu au Cinéma du Réel en 2001. Voilà. Même si lui, il n'avait pas reçu le Grand Prix, mais le prix des bibliothèques. Et le quatrième, c'est un film qui était l'objet d'une séance spéciale, mais qui représente un peu une des tendances du festival depuis le début, qui était le cinéma très engagé politiquement. Hein, que je rappelle que la première année du festival, il y avait 3 figures tutélaires qui étaient Joris Ivens, Jean Rouch et Fred Wiseman. Hein, donc le cinéma politique, le cinéma ethnographique et le cinéma de société, sociologique, comme on l'appelait à l'époque. Voilà. Donc le quatrième, donc c'est un film qui a été programmé et qui a été le seul film interdit. C'est Route 181 d'Eyal Sivan et Michel Cléfy, qui est un film qu'on devrait remontrer aujourd'hui, parce que c'est d'une actualité plus que brûlante. Voilà, et qui a été censuré pour des raisons politiques, dans des conditions, peut-être qu'on rappellera. La deuxième projection, voilà. Il y a une première projection et la deuxième a été interdite par le ministère de la Culture pour risque de trouble à l'ordre public. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ou on les regarde? Allez, on y va. Alors, juste ce qu'on peut dire des premières années, avant que Thierry prenne la parole, c'est qu'effectivement, on retrouve dans les palmarès, dès le début, souvent un film politique et un film ethnographique, ou un film sociologique et un film politique. C'est le cas avec Si c'est ça le destin, il y avait un film ethnographique qui avait été coprimé à l'époque. Voilà. Donc on voit comment petit à petit, et ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, le festival va se détacher de cette origine très marquée. D'une part parce que non pas par exemple du politique, mais en tout cas le cinéma militant très présent au départ dans les premières rencontres de cinéma direct de 78 et en 79 va petit à petit décroître. Le cinéma ethnographique aussi va un peu diminuer et le festival va prendre son autonomie et proposer d'ailleurs à Jean Rouch, qui avait beaucoup de films à montrer, d'avoir son festival à lui, hein, qui vont être les rencontres du cinéma ethnographique, du film ethnographique, au Musée de l'Homme. Donc petit à petit, voilà, il va y avoir une décrue progressive. Et en tout cas, dès le début, enfin, quand on voit dans les premiers textes de départ, il y avait cette idée de quand même montrer des films qui étaient des films pour
leur forme, pour leur facture, pour à la fois une sorte de synthèse entre ce qu'ils avaient à raconter, le regard sur le monde, mais aussi la façon dont, dont ce regard était passait par une vision d'auteur, d'artiste, de cinéaste. Voilà ce que je peux dire. Justement, c'était un petit peu l'objet de ma première question. C'est-à-dire comment toi, Thierry, tu expliques la simultanéité qu'il y a eu dans cette période-là. Donc, il faut parler du contexte des années 80 entre la politique de programme qui a été celle à ce moment-là de la 7 Arte et la naissance d'un festival comme celui du Réal et son évolution dans les années 80, puisque là, il a déjà quelques années d'existence. Je pense qu'il faut commencer un petit peu avant, en fait. Il faut commencer un petit peu avant. Il faut commencer le documentaire dans les années 60. Il y a quelques films isolés qu'on cite toujours, que ce soit aux États-Unis, Leacock, etc., Pennebaker, tout ça. Et puis sinon, en France, il y a la télévision. Il y a la télévision, première chaîne, et un petit peu deuxième chaîne, qui fait, on pourrait dire, des films documentaires ou des émissions documentaires sociologiques, un peu, les femmes aussi, tout ça. Et puis en fait, non, la bascule, elle est bien avant la 7, elle est donc en 1975, la première décision pour la télévision, donc après le décès de Georges Pompidou, de Giscard d'Estaing, c'est d'éclater l'ORTF, la télévision. Moi, j'y étais déjà depuis 69. Donc, et c'est la création de l'INA qui va donc inclure le programme de création et de recherche, service de création et de recherche créé par Pierre Schaeffer en 1960, musique, mais aussi... Et donc, à l'INA, je dis ça parce que à l'INA arrivent les premiers documentaristes indépendants. L'INA a le droit de travailler avec des cinéastes, des réalisateurs non encartés, qui n'ont pas, alors que la télévision, pour travailler, il faut avoir une carte, commission, etc. Et arrivent les premiers indépendants. Donc, et moi, à cette époque, il faut faire un peu l'histoire. C'est Manette Bertin qui est déléguée au programme, donc qui vient, elle, de la deuxième chaîne, qui a été liquidée, qui faisait une émission célèbre de la deuxième chaîne Couleur, Dim Dam Dom, une émission très moderne, du dimanche sur les dames et pour les hommes, Dim Dam Dom, et qui a été liquidée dans le nettoyage de l'RTF post-68. Voilà, il faut remonter là quand même. Et puis, je deviens son bras droit pour les documentaires. Elle va être très importante dans l'histoire, elle est oubliée complètement, puisque grâce à la position à la fois dans la télévision et un peu extraterritoriale, à cause de cette mission de création et de recherche, elle a le droit de travailler, on a le droit de travailler avec des gens qui ne sont pas les réalisateurs qui ont la carte, qui est un nombre limité, qui ne va pas s'étendre parce il y a des gens, il y en a déjà beaucoup depuis la création de la télévision, et qu'il ne faut pas continuer à couper le gâteau, les parts seront trop petites. Donc là, mais en gros, moi je vais m'occuper des documentaires, et donc à l'époque, à l'INA, on aide un peu avec ce qu'on appelait des prêts de pellicule, on payait les frais de laboratoire, on donnait du montage ou du mixage, il y avait des moyens techniques, etc. Des tout premiers documentaristes, c'est là que Nicolas Philibert, Gérard Mordillat, André Vanine, j'en passe, il faut les citer tous, on en oublie forcément, qui font des premiers, on pourrait dire, documentaires indépendants. Certains viennent des milieux politiques, d'autres de milieux plus artistiques. Bref, à l'INA, ils trouvent le moyen d'être aidés, et ils trouvent important, parce que c'est synchrone, l'INA, depuis déjà le temps de Pierre Schaeffer, avait inventé, puisque c'est un service de l'ORTF et qu'il y a de l'argent qui est pris à la télévision pour faire des recherches et des essais, ces essais doivent aboutir à l'antenne. Il y a un rapport avec l'antenne aussi. Ils doivent aboutir à l'antenne, c'est-à-dire que tous les ans, 30 heures de programme du service de la recherche puis de l'INA vont accéder aux chaînes de télévision. Soi-disant, elles sont contentes d'avoir un programme. En fait, ils sont obligés de les diffuser. Voilà. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de documentaristes, ceux que j'ai cités, puis je peux en citer 4-5 autres, Gerbrandt, ont tous commencé dans ces années-là,
75, 16, 17. Et c'est les films qui vont venir d'ailleurs au réel. Enfin, ce qui ne s'appelle pas encore le réel, mais qui vont venir au réel. Et puis progressivement, ça va se développer, en tout cas en France, et le réel sert d'attraction, au moins européenne, et plus large, mais enfin au moins européenne. Elgar Rademeister, c'est le signe de ça. Elle vient d'un monde à la fois militant, elle était amie de Rudi Dutschke, etc. Et puis d'une espèce de sociologie militante, on pourrait dire, puisque le film, là, moi je ne l'ai pas vu à l'époque, hein, on faisait d'autres choses, mais enfin les mêmes films, ils étaient ensemble dans les sélections. Et elle avait déjà tourné, elle avait déjà donné une caméra à cette famille. Il y a dans le film des archives de la famille filmées sur plusieurs années. Et voilà, et donc ça c'est 80, c'est ça. Donc voilà, 80, 79, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, bon, ça continue jusqu'en 80. Donc tu dis la 7, c'est donc créé en 86. Créé par la gauche juste avant de perdre le pouvoir, hein, au mois de mars. On va perdre le pouvoir après, donc ça va être... Et donc, créer une chaîne culturelle un peu spéciale. Et des mois, on vient me chercher à l'INA. Tout s'est arrêté à l'INA. La production a été arrêtée pour des raisons budgétaires. Ils arrêtent tout en 85. Et donc, moi, à partir de 87, on fait venir, c'est donc Georges Duby et Michel Guy, qui est donc vice-président. Après, Bernard Févre-Darcier, qui pendant quelques mois a été le directeur et dont le gouvernement de droite voulait couper la tête. Il y avait un magot d'argent. C'est directement lié après au festival, bien sûr. Et donc, Jean-Michel Meurice, qui avait travaillé au documentaire à la télévision, à France 2, et qui est un peintre par ailleurs, sauve en quelque sorte le projet de la 7, c'est-à-dire beaucoup d'argent frais, et une structure extrêmement légère pour réinventer la télévision, en gros. Voilà. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous créez les grands formats ? Oui, enfin, d'abord on commence à produire un peu, oui, assez vite. C'est important. Assez vite, oui, très important, oui, très très important. Mais oui, faisons cette histoire. Donc la question c'est où est-ce que ça va être diffusé, ces films qui commencent à se produire, s'acheter. Donc on commence à devenir aussi un pôle d'acquisition de programmes pour préparer une programmation. Moi j'ai fait après pendant 20 ans de la programmation en plus de la production. Et effectivement on regarde un peu partout en Europe et le cinéma du réel est évidemment, c'est une présélection qui est faite. Enfin, on a déjà, ça arrive de partout. On a quelques complices un peu en Europe, des réalisateurs dont on a repéré les films, qui eux-mêmes font relais. Et le cinéma du réel est le centre, on pourrait dire, le centre. Alors pour le deuxième extrait, Bob Connolly, lui, il a déjà été... Donc Bob Connolly et Robin Anderson, c'est un couple, donc lui tenait la caméra et elle faisait le son, Papa Pic et Maman Cou. Ils étaient donc allés, je dis deux mots, oui, donc First Contact, ils sont retournés au début des années 80, moi je ne connais plus les années exactement, mais enfin dans ces mêmes années-là, ils ont donc retrouvé un film fait par les frères Leahy, Les Premiers Contacts en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les frères sont des Australiens et ils vont dans les hauts plateaux de Nouvelle-Guinée. Ils vont donc retrouver en montrant le film. Hein, et donc ça donne un film pas très long, d'1 heure, je crois, qui s'appelle Premier Contact, avec à la fois la redécouverte de ces Ganigas, c'est donc des tribus dans les hauts plateaux de l'intérieur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et dans le film, ils leur représentent aussi leur propre image 50 ans avant, puisque le premier tournage était muet, date de la fin des années 20, quelque chose comme ça. Et donc le film, lui, gagne donc le Grand Prix du réel, donc 83, c'est ça. Et puis en fait, ils continuent sur place. Bob et Robin continuent sur place et font un grand format, ce qui s'appellera plus tard un grand format, mais un film long, qui s'appelle donc Les Voisins de Joe Leahy. Il se trouve qu'il y a un des frères Leahy a eu un enfant naturel avec une Ganiga, donc il est un métis. Et donc c'est l'histoire de ce Joe Leahy qui est papou chez les Blancs et blanc chez les Papous, voilà, puisqu'il et qui fait le projet
pour sa tribu de monter c'était des plantations de café, hein, c'était des endroits de plantation coloniale de café. C'est pour ça que les frères Leahy étaient rentrés là, l'or et le café, hein, les deux richesses de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc ce Joe Leahy fait le projet en faisant un accord avec un vieux chef, c'est le vieux chef qu'on verra là, qu'on a vu là tout à l'heure, de se faire vendre la terre et de monter une espèce de joint venture avec les Gamiga pour faire une plantation de café. Donc le film, c'est toutes ces négociations, tout l'espoir de ce Joe, qui est un film de 90 minutes. Il est présenté donc au Cinéma du Réel, 88, voilà. Donc voilà, on est synchrone juste avec le tout début de la 7. Grand Prix, à nouveau, Grand Prix. Et puis ils disent, on continue, on veut tourner, puisque dans le film, il y a la plantation le café, ça prend 5 ans avant d'avoir la première récolte. Donc nous, on a vu ces films-là. Les 2 films font partie des films qu'on a acquis. D'ailleurs, en fait, Canal+ avait déjà montré le premier film, First Contact, puisque Canal+ a été créé en 84, si je me souviens. Et donc, il y a eu une politique documentaire de Canal+, à Catherine Imblot et son adjointe. Catherine Lamour, pardon, Catherine des Catherines, et son adjointe. Si je Anna Glogowski, merci, oui, parce que de temps en temps, avec les noms, oui. Pour mettre en perspective, il y a le sur ce rapport entre la côte de Bretagne un peu, pardon, mais bon. Entre justement le festival et la télévision, à l'origine, la création du festival, c'était justement montrer des films qui n'étaient pas vus ni au cinéma, puisqu'à l'époque, très peu de documentaires sortaient au cinéma, à part... il y en avait 2 ou 3 par an. Plutôt d'ailleurs des films animaliers ou des films. Non, où il y avait des. Reichenbach faisait un grand film sur le Mexique. Il y avait quelques figures, mais pas plus. Il y avait eu, pas français si vous saviez, mais le film de. Oui, bien sûr. André Harris et Sédoui, Ophuls. Ophuls, c'était sorti. Voilà. Mais enfin, je veux dire, il y en avait très peu. Très peu. Et donc, les films qui intéressaient le cinéma du réel n'étaient montrés nulle part, ni à la télévision à l'époque. Hein, plus à la télévision. Plus à la télévision, voilà. Et les rapports avec la télévision, d'ailleurs, ont été compliqués au début, puisque je sais on voit ça dans les archives. Marie-Christine de Navassel se plaint à un moment donné, il y a un partenariat avec Antenne 2, je crois, vers 82-83, et puis ça dure une année, et puis ça se casse la gueule, et puis elle se plaint que en fait... la télévision des années 80 est très frileuse du documentaire. Alors, il y a des accords par contre avec l'INA, parce qu'il y a des programmations à cause de l'INA dès le début. À cause de ces 30 heures d'accès à l'antenne, on disait. Et donc des films documentaires qui avaient trouvé un peu d'aide. Voilà, c'était plutôt un abri. On n'était pas des producteurs. Il y avait une production interne qui allait directement avec des équipes, etc. à l'INA, qui allait à l'antenne. Mais les indépendants, moi dont je m'occupais, ils arrivaient aussi à l'antenne. Voilà. Donc, ils étaient diffusés. Voilà, donc l'INA est un partenaire. Oui, très important. Et c'est donc le retour. On voit dans la programmation. Enfin bon, il se trouve que j'ai relu un peu tous les catalogues. Je fais un travail un peu fastidieux de relire les catalogues. C'est intéressant de voir comment les films apparaissent. Et on voit comment l'arrivée de la 7 puis d'Arte va booster, et qu'effectivement de plus en plus de films sont des films coproduits par Arte. Ça, très vite en puissance dans les années 80. Mais très vite, donc 86-87, le documentaire est au cœur du projet de la 7. Hein, c'est 7 documentaires par semaine, donc vous faites le compte, 365 documentaires dans une année, c'était ce qu'il fallait faire. D'où alors, juste pour la question que posait Annick, d'où très vite le décloisonnement des formats, puisque la télévision fonctionne avec des formats 52 minutes, 26 minutes, et les seuls films documentaires, de films documentaires au cinéma étaient très très en dehors de la télévision. Très vite, donc grand format. Cette idée, c'est Paul, mon adjoint, qui a trouvé le mot grand format, qui vient de la photographie, pour dire voilà, on va faire maintenant des grands formats. Un grand format, c'était un film qui, en gros, avait la durée dont il avait besoin.
Voilà, on ne coupe pas les pieds du bébé parce que le berceau est trop petit, ce que la télévision faisait régulièrement quand il y avait des films qui semblaient ne pas rentrer dans la case. Donc les films pouvaient faire 80, 90, 100, il y en a eu 2 heures, 3 heures, il y a eu des très très longs. On adapte la grille puisqu'on préparait en fait une grille. La 7 a démarré toute seule, je passe sur les détails, toute seule sur les câbles avec le satellite. Très vite, le mariage est intervenu avec l'Allemagne pour donner la dimension européenne qui existait dès l'origine. Hein. Et donc c'est devenu Arte. Enfin, on s'est appelé la 7 Arte, Arte France. Enfin bon, mais c'est la même, c'est la même continuité. Et donc une politique très intensive de coproduction, très important, et d'acquisition. Pour nourrir une grille régulière, puisque la case grand format, dans l'histoire de la grille, je peux détailler si on voulait, se retrouvait le samedi à 20h30. Voilà. Donc c'était exposé en beauté, et ça contribuait à un impact extrêmement fort à la fin des années 80, début des années 90, cette chaîne qui montrait d'un seul coup autre chose que des reportages, ou autre chose que autre chose, voilà, des vrais films documentaires. Il y a eu un succès, un très grand succès, un très grand impact en tout cas. On disait toujours, on ne cherche pas le succès. Maintenant, l'impact, c'est devenu autre chose. Hein, mais enfin bon, un très grand impact, et à travers l'impact viendra le succès. Juste, je pense. Alors, il se trouve que moi, à l'époque, j'étais spectatrice de ça, et je crois que quand même, il faut dire aussi que le début des années 90, c'est une période vraiment faste, parce que à la fois la 7 Arte, Thierry qui arrive à la 7, mais aussi en Europe, il y a des gens très importants à la ZDF, Stein. Elgar Rademeister, c'est Eckhard Stein. Voilà, Eckhard Stein ZDF, deuxième chaîne allemande. Hein. Voilà, ensuite en Belgique, il y a Hubert Lepage. Hugues Lepage, oui, à l'intérieur de la télévision. Voilà, et puis il y a Channel 4. Et Channel 4 aussi, avec des gens. Oui. Voilà. Donc là, il y a quand même quelque chose dans le festival. Enfin, c'est pas que la France, c'est aussi dans ces chaînes, il y avait aussi des personnes comme ça. Et puis aussi, Varan en France. Et puis par ailleurs, il y a toute une génération de jeunes cinéastes qui sont arrivés au même. Enfin, il y a une convergence, pas des luttes, mais enfin une convergence des postures qui ont fait que ça a émergé. Le début des années 90, donc Raymond Depardon, mais aussi, tu l'as dit, Denis Gerbrand, Claire Simon, Mariana Ostero, Leonardo Di Costanzo, André Vanine, Cabrera et tout ça. Vanine avant déjà, mais ouais. Voilà, toute cette génération qui arrive Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'une convergence. On peut toutes les une convergence entre... Française, là, on dit. Alors, ça existait ça existait et à l'international, avec des gens dans les chaînes de télévision qui avaient, on peut dire, une sensibilité où vous pouviez vous parler. On était même dans une complicité, on faisait le triangle permanent entre l'Angleterre, et par ailleurs, l'Allemagne et la France. Et du coup, le festival, je crois, a été le réceptacle de ce cinéma. Absolument. Juste ajouter quand même la place des producteurs indépendants à ce moment-là. Ah oui, parce qu'une génération entière de producteurs indépendants hyper importants. Oui, bien entendu. Dès le démarrage, la production ne se fait pas plus en interne à la télévision, elle se fait qu'avec des producteurs indépendants. Et donc, la chaîne n'a d'ailleurs pas l'argent pour financer tous les programmes. En revanche, il y a des producteurs indépendants qu'elle aide à grandir. Et voilà, et des producteurs indépendants qui vont trouver des financements à la télévision, auprès du Centre du cinéma, c'est le COSIP qui se met en place, mais aussi auprès d'autres chaînes de télévision qui vont faire des coproductions ou des préachats en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Espagne, on a fait très peu. Mais, donc l'émergence d'un tissu de producteurs qui sont capables de devenir, qui sont les producteurs d'aujourd'hui aussi, hein, qui sont ceux qui ont porté toutes ces œuvres en travaillant avec les réalisateurs.
on pratiquait ce qu'on appelait le triangle. C'était le triangle toujours, il fallait qu'on soit 3. Il y avait toujours un auteur au départ, c'est même Denis Fred, grand producteur, qui après est passé au cinéma de fiction, puisque c'est lui qui a été jusqu'à la Palme d'Or avec les frères Dardenne, qui disait il y a la chaîne du désir, le désir s'origine chez l'auteur, il est partagé et compris par un producteur qui fait le même rêve, et en principe, il trouve un troisième terme à travers quelqu'un qui accède à un public. Et dans un premier temps, c'était la télévision qui avait du public, même si, pour enchaîner sur grand format et la question, des films vont être produits à ce moment-là et vont sortir au cinéma. Je pense bien sûr à Route One USA de Robert Kramer, donc un film de 4 heures, qui extrêmement fort, et qui est tellement fort qu'il sort au cinéma et il va tenir 1 an et demi, alors avec voilà. Et donc à partir de là, des films documentaires produits à l'intérieur d'une économie qui était une économie, on pourrait dire, de télévision, même s'il y a déjà le centre du cinéma, etc., vont accéder au grand écran, et de là est né Documentaire sur grand écran. Un peu plus tard, 92. Mais effectivement, le grand format a ouvert la porte vers le grand écran. Ça, c'est intéressant de voir comment la télévision a pu jouer ce rôle-là, et les festivals, bien sûr. Juste une question, quand même, pour revenir à la question de la programmation. Comment tu caractériserais la politique de programme que vous avez eue, peut-être son évolution aussi, en 2 mots? En 2 mots. Difficile en 2 mots. Si Michel Guy nous disait toujours plus haut, toujours plus haut, il disait dans le commun. Oui, non, ça c'est ce que disait Catherine Blangonnet aussi dans un des entretiens que tu avais eu avec elle, comment elle était dans le premier comité de sélection de la préhistoire du festival du cinéma du réel, et elle expliquait quel rôle avait joué à ce moment-là la politique des programmes d'Arte et de la 7, c'est-à-dire en essayant de tirer effectivement vers le haut et d'une grande exigence sur les formes qu'elle n'avait pas au départ. En tout cas, c'était pas tout à fait dans cet esprit-là qu'elles étaient, mais très très vite, ça a été effectivement la question des formes dès le début, voilà. Dès le début quand même. Dès le début, parce que c'était quand même des gens de culture qui ont défendu le projet de la 7 contre les volontés politiques de couper le cou, en fait. Et puisqu'il y avait dans le comité des programmes Bourdieu, Boulez, Françoise Héritier, Anatole Dauman, enfin il y avait un aéropage, je ne sais jamais dans quel sens, absolument de très haut niveau, et qui disait, pour ça que j'ai résumé avec la phrase de Michel Guy, donc Michel Guy, c'était déjà le festival d'automne, un homme de droite politiquement et d'extrême gauche culturellement, on dirait, pour le définir, toujours plus haut, non, plus haut, cette idée de plus haut, pas pour un élitisme, puisque c'était élitisme pour tous, quand même, mais pour tous les programmes en général, mais dans le documentaire, c'était au cœur du projet de la chaîne. Il faut ouvrir. Le cinéma s'est réinventé documentaire quand même dans ce mouvement des années 90, et c'est vrai, Catherine a raison de rappeler qu'il y a des prédécesseurs, on pourrait dire, puisque Eckhard Stein, qui vient d'être cité, c'est donc la 2e chaîne allemande, la ZDF, qui c'est pas les grosses chaînes de première génération, des chaînes de l'ARD, qui sont des chaînes régionales. La ZDF est déjà une chaîne regroupée, un peu comme était la 2e chaîne en France, qui fait des programmes très production interne, et il y a simplement un petit laboratoire, Kleines Fernsehspiel, le petit spectacle de la télévision, qui accueille et va porter tout le cinéma allemand. Et lui, c'est déjà le début des années 70. Et donc tout le cinéma allemand indépendant, vous pouvez citer n'importe quel cinéaste allemand de ces années-là, avait trouvé déjà une aide auprès de la ZDF et d'Eckhard Stein. Je disais Alan Fontaine parce que c'était pour les Anglais, Channel 4 qui a été créé en 83. Pareil, travailler avec les indépendants, ouverture sur l'ensemble du monde, ouverture aussi avec les régions, et ouverture vers
vers d'autres domaines de la culture que le cinémasant, je sais pas comment, cinématant, vers des artistes, des écrivains, des militants, mais toujours à travers le moyen du cinéma. Je peux refaire Non, Après, juste... Yves, un petit point, et puis après, on passera la parole. Non, parce que je pense quand même, j'y pense à cause de l'extrait de Vanda. Vanda, oui. Quand même, Thierry, vous aviez quand même une appétence pour un cinéma qu'on dirait un cinéma direct, avec un travail sur le récit qui était assez fort quand même, qu'on pourrait dire un récit, on racontait des histoires. C'était quand même une grande... Vanda aussi, que Pedro, il Non, raconte non, des histoires. Oui, tout à fait. Mais il y avait quand même pour quelle programmation? Il y avait une grande appétence pour un cinéma qu'on appelle le cinéma direct dans sa version américaine. Enfin, les Salesman, tout ça, on aimait ça quand même à l'époque. Oui, mais quand Pedro Costa fait Alors, je Vanda, vais parler ça des s'est déjà Pedro. libéré. Voilà. Ça s'est déjà libéré. Alors, hein, ce parce qui est que Pedro, intéressant, quand même, c'est ouais. que quand parce que je me souviens très très bien de cette séance, la première séance du film de Pedro Costa au cinéma du réel, quand on voit le film de Pedro Costa, la plupart des gens dans le public prend ça comme un film en cinéma direct de base, je dirais. C'est-à-dire que tout le travail de reconstitution, de rediscussion avec les gens, de qu'est-ce qu'on va filmer, qu'est-ce qu'on filme, qui est finalement, Wanda est un film de fiction, ça, les gens dans la salle ne le voient absolument pas. Un quartier déshérité de Ils ne le voient pas, Lisbonne. non pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce que quand on rentre dans une salle au cinéma du réel, on va voir un film et on est, en tant que spectateur, prêt à voir un film en cinéma direct pratiquement. Et donc on est pratiquement, on est pris complètement à contre-pied quand on regarde Vanda. Moi, je me souviens des gens, quand ils sont sortis de la salle, disant c'est non-assistance à personne en danger. Je connais quelqu'un qui a dit ça. Voilà. Une réalisatrice de grande qu'on connaît qualité, bien. Dominique Gros. Voilà. Dominique Gros, elle était indignée. Alors que, Vanda, et parce que le public... Les gens ne savent pas qui est Vanda. Vanda, elle passe tout le film à fumer du crack et elle est vraiment très, très détruite par rapport à ça. Et le film montre ce quartier déshérité, mais le montre avec, on dirait, une mise en scène. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le terme de dire un cinéma de fiction, mais il y a une mise en scène extrêmement forte de la part de Pedro Costa et une écriture cinématographique où les gens, voilà, et les gens, oui, ils discutent tous ensemble quelle scène ils vont tourner, ils mettent la lumière, ils tournent la scène, enfin tout ça. Et je pense que vraiment Vanda, c'est un moment extrêmement important, au-delà de la force du film, qui pour moi est un film, c'est un chef-d'œuvre, vraiment extraordinaire. C'est aussi que tout d'un coup, au cinéma du réel, et j'aimerais bien que Suzette dise pourquoi, comment elles en sont venues à montrer ce film, et est-ce qu'elles ont discuté de pourquoi ils le faisaient, etc. C'est un moment fort pour le cinéma du réel, parce que ça détonne. Alors que ça ne se voit pas au premier abord, ça détonne avec le cinéma qui était montré jusque-là. Oui, alors, peut-être Suzette peut... Derrière là-bas au fond, qui se cache. Bon, il y avait eu d'autres choses qui avaient détonné. Elle pourrait nous parler des Lapirov passe à l'Ouest aussi. De comment est-ce qu'elle n'aimait pas, parce que c'était entièrement doublé. Le film était doublé par Jean-Luc Léon. Non, mais en même temps, bon... Je ne vais pas parler. Bah non, tant pis. Si je fais un peu l'historien de service, c'est que j'ai l'impression que dès le départ, les choses étaient posées. On a l'impression que ça arrive comme ça avec la 7 et puis ensuite avec effectivement par exemple le film de Pedro Costa, mais que dès le départ, il y avait cette question de qu'est-ce que c'est que le documentaire. Et je crois que c'est une de ce qui fait des spécificités du cinéma du réel, c'est que la question même du documentaire, de qu'est-ce que c'est qu'un documentaire, était posée dès le départ. A été posée dans les premiers textes, on voit ça dans les catalogues, par le texte de Joris Ivens et surtout le texte d'Edgar Morin qui ouvre le catalogue de 1980, où il dit que
en gros, que au moins le cinéma de fiction, on sait que c'est de la fiction, alors que le problème du cinéma documentaire, c'est que justement, comme ce qu'il nous montre, c'est la réalité, c'est le réel, il doit se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que le réel. Et je rappelle aussi que le premier débat, la première année en 79, il y avait un débat avec quand même un plateau somptueux où il y avait Joris Ivens, Frédéric Wiseman, Jean Rouch, Inoussa Husseini, cinéaste nigérien, et quelques autres, sur le documentaire mise en scène de la réalité. C'est-à-dire la question de la mise en scène a été posée dès le départ. Donc vous voyez, pour dire que dans toute l'histoire, en fait, on retrouve ça. Alors ça a été... Évidemment, ça s'est augmenté au fil des années, mais dès le départ, il y avait cette question qu'est-ce que c'est que le documentaire? Les anglophones se débarrassent de la question en parlant de non-fiction film, et donc ils se débarrassent une bonne fois pour toutes de qu'est-ce que c'est que le documentaire. Mais les Français aiment bien discuter sur les choses. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions dans la salle? Non, non, non. Ah. Là, il y a déjà une certaine évolution. Non, je disais simplement, j'aimerais bien plus d'extraits de films qui montrent l'évolution de votre propos et donc du documentaire à travers le temps. Simplement. C'est pas fini. Ouais. Il y a d'autres questions ou alors on enchaîne sur la deuxième partie. Oui, tu veux peut-être... On n'a pas parlé de route. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement... 181. Pardon? On n'a pas parlé de route 181. Oui, on a fait 4. 181. Peut-être tu peux en parler, parce que c'était coproduit par... Ben oui, mais moi, j'étais pas là quand ça a été coproduit. Je l'ai découvert en revenant. J'ai fait une grande parenthèse personnelle. Et je l'ai découvert en rentrant. Et ça a été effectivement programmé dans la case de grand format quand je n'étais pas là non plus. Et donc, le film, j'étais pas au moment des problèmes qu'il y a eu au réel, mais je sais que moi j'ai eu des discussions assez violentes au sein d'Arte et avec les auteurs. Eyal Sivan disait qu'il était un sale gosse. Michel Cléfy était un peu gêné. Il y a dedans une scène qui était une canaillerie, quoi, de mimer, imiter, plagier, je ne sais pas quoi, ou ridiculiser la fameuse scène du coiffeur de Shoah en la remettant en scène pour évoquer les massacres de Palestiniens. Et avec de tels amis, les Palestiniens n'avaient plus besoin d'ennemis. Voilà, ça a été les discussions à l'époque. Enfin, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Oui, alors c'est marrant parce que j'ai revu aujourd'hui même les deux scènes. La scène de 181, qui effectivement, il y a une scène chez un coiffeur où il y a un petit passage. Dire que ça plagie, évidemment, ça renvoie à une scène très très fameuse de Shoah, oui, c'est fait pour. De Shoah, qui est une scène effectivement, alors que je ne sais pas si c'était, enfin, c'est évidemment intentionnel. Il a dit qu'il était un sale gosse pour ça, justement. Mais il a dit, il le savait. Cléfy en était un peu gêné parce que c'était une mise en scène, on pourrait dire. C'était une mise en scène, de cette scène de Shoah, les gens ne connaissent pas forcément, qui est quand même le récit du Sonderkommando, de ce qui se passe réellement dans la chambre à gaz. Voilà. Oui, alors effectivement, mais ça n'a pas du tout la même intensité. Et bon, ce qui est le scandale de Route 181, c'était qu'il y a eu une pétition. Mais après, c'est la question israélo-palestinienne ou palestinienne. Voilà, il y a eu une pétition qui a fait. J'étais pas là, moi. Donc. Qui était contre, justement, au nom de ce entre
guillemets plagiat, une pétition avec un certain nombre de gens, donc j'ai plus la liste en tête, mais enfin Bernard-Henri Lévy, etc. Et il y a eu ensuite une contre-pétition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une contre-pétition avec des gens, et d'ailleurs plusieurs personnes, Arnaud Desplechin, etc., qui avaient signé la première pétition, sont dit qu'ils s'étaient fait un peu voler leur signature, et que c'était un peu une manipulation, et que la contre-pétition a été filmée par beaucoup de gens, dont Jean-Luc Godard, beaucoup d'intellectuels de l'époque, qui ont été scandalisés par cet acte de censure, parce que ça méritait pas cet acte-là. Enfin, bon, on sait que c'est effectivement... On est en quelle année déjà? On est en 2003. 2003. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On va tout de suite passer à la deuxième époque. Tu peux nous présenter un peu. Je ne vais pas vous parler des films, mais vous introduire un peu. Alors, ce qui est intéressant, juste donner deux petits repères, que en 79, l'article des Cahiers du cinéma qui relate le festival parle d'une diversité absolument incroyable des films et termine en disant que ça prouve bien que le cinéma du réel n'existe pas. Hein, donc, dès le début. Et quand on fouille dans les catalogues, on voit que souvent, je sais plus, c'est un type des cahiers, j'ai pas retenu le nom, enfin on le trouve. Mais il a fait son article et après on retrouve ça aussi dans les éditoriaux très vite, au bout de 2-3 ans, de Marie-Christine de Navassel, qui dit que finalement il y a des films très différents. Et c'est une constante d'ailleurs des éditoriaux des délégués généraux de se demander où est la frontière, où sont, et de voir qu'il y a des films très très différents qui arrivent. Alors même que aujourd'hui, on peut penser que cette période-là, le cinéma documentaire n'est moins ouvert qu'il peut l'être aujourd'hui. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que ça ouvre sur ce qu'on va voir. C'est-à-dire que l'idée que je me fais du documentaire, c'est que c'est un peu comme l'univers, c'est en expansion continue. Et que il y a eu des nouvelles formes de documentaires qui apparaissent comme ça au fil des années, mais qui ne remplacent pas les autres. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, et je pense que c'est ce qui va nous intéresser dans la programmation. C'est-à-dire que je pense que c'est de plus en plus difficile de programmer, puisqu'il y a de plus en plus de films. Je m'adresse, il y a quelques programmatrices ici qui vont s'exprimer, et que d'une certaine manière, les questions qui se posaient sur la diversité du documentaire dans les années 80, alors même que ça semblait plus simple à gérer, on va dire, se reposent de la même façon, et que ça s'est réellement ouvert. Et d'autant qu'on a de plus en plus de films à disposition, je dirais. Suzette, je me rappelle qu'elle faisait le tour du monde pour aller chercher des films. Aujourd'hui, les films nous arrivent à disposition, à la maison. Et c'est vrai que du coup, ça change beaucoup de choses. Les questions techniques aussi changent beaucoup de choses à la fois dans le tournage, dans le montage, et aussi dans l'aspect qui est le nôtre de la programmation. Alors, juste, je vais pas parler des 6 extraits qu'on va voir. Simplement dire qu'il y a quand même 3 événements importants à la fin des années 90. C'est que, les grands festivals comme Cannes, Venise, Berlin s'intéressent au documentaire alors qu'ils ne s'y intéressaient pas, et montrent des films, et donc préemptent des films. Hein, par exemple, un exemple... Ritipan, qui en 2000 a le Grand Prix avec La Terre des Amérantes. Son film suivant, c'est S21, qui est dans le catalogue d'ailleurs de l'édition 2003, mais entre-temps, il a été préempté par Cannes, donc il va être montré à Cannes. Et à partir de là, il y a une concurrence accrue, et ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que quand le réel a été créé, ces films-là n'avaient aucune chance d'aller à Cannes, à Venise, à Berlin. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante, c'est les sorties, enfin qui est le reflet aussi de ça, c'est que on en a parlé tout à l'heure, c'est que de plus en plus de films sont montrés en salle.
depuis Route Number One, mais il y en a plein d'autres, et qu'on passe de 3 ou 4 documentaires par an dans les salles de cinéma À plus de 120. à aujourd'hui à plus de 120, mais ça monte progressivement. Donc évidemment, ça change aussi la donne. Et la troisième chose, c'est aussi l'intérêt des plasticiens qui sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au documentaire et qui amènent un renouveau des formes et qu'on va sentir. Même si, encore une fois, il y avait des plasticiens, 86, le film de Vishwanathan au Ganga, qui est Grand Prix au cinéma d'Urel, donc qui était un film de peintre, de plasticien, et un film très contemplatif, absolument magnifique, mais très différent des films anthropologiques ou sociologiques de l'époque. Voilà, pour dire qu'à chaque fois, on trouve des contre-exemples et on voit comment il y a une progression continue. Et du coup, il faut surtout dire que pour ce qui est des plasticiens, c'est surtout la Documenta 7 qui est donc curatée par Catherine David, où arrivent les œuvres vidéo à la Documenta. Et donc ça, c'est aussi le début des années 2000. Et ça, c'est vraiment important pour l'image mouvement, on va dire, et pour le cinéma documentaire, avec l'intérêt des artistes pour les archives, mais aussi l'intérêt des collectionneurs pour l'image animée. Ça va dans les deux sens, parce que c'est aussi Van der Keuken qui montre ses œuvres à la Documenta. Donc voilà, il y a un mouvement comme ça entre les arts plastiques et le cinéma documentaire, et le cinéma, on peut dire. Et aussi dans les années 2000, c'est pas que les grands festivals qui s'intéressent au documentaire, mais c'est aussi un accroissement des festivals documentaires, puisque c'est le moment où Doc Lisboa arrive, Sheffield, CPH Docs, etc. Des nouveaux festivals de documentaires qui sont créés en Europe, mais aussi dans le monde. Je crois qu'il faut quand même rajouter, parce que Thierry Garel a dit tellement bien l'âge d'or de la 7 et d'Arte à ses débuts, pas à ses débuts pendant plus de 10 bonnes années, mais quand même, il faut dire que là, il y a eu, à partir des années 2005, et ce sont des années où Thierry, vous partez un petit peu d'Arte, c'était des années où il y a une déperdition quand même de qualité des films, des cases qui disparaissent, c'est-à-dire que la vie en face disparaît. Grand format, qui était une case hebdomadaire, devient un label qui est donné à quoi 3-4 films par an. Mais oui, mais c'est ça en fait. Donc là, il y a quand même le documentaire que nous défendons, tout cela, quitte les grandes chaînes de télévision à de rares oasis près, comme la Lucarne, qui garde... On n'a pas dit quand même, il fallait dire que Arte a eu un autre effet, c'est que le documentaire est revenu dans les grilles de France Télévisions toutes les années 90, y compris dans des formes longues, etc. Et puis après, c'est vrai qu'il y a une espèce d'appauvrissement. Moi, je suis sorti en 2008. Mais c'est vrai que je me souviens à Haddock, dès 1997, on commençait à dire que cette chaîne du désir dont parlait si bien Denis, il fallait se battre pour qu'elle soit maintenue, non pas à Arte, mais dans beaucoup d'autres chaînes. Et puis très vite, Arte s'est mis au pas, où c'est devenu la commande de chaîne. La chaîne du désir s'est inversée, disait d'ailleurs Denis. Et de plus en plus, il a été demandé à des journalistes de faire des documentaires. Ça a été une guerre sourde entre documentaristes et journalistes, que les journalistes ont plus ou moins gagné. Ah oui, c'est le retournement, parce que le journaliste sait ce qui est au programme, puisque c'est l'information. Donc on peut dire d'avance, voilà ce qui est au programme, voilà ce dont il faut parler. Alors qu'effectivement, dans le mouvement inverse, ce dont il faut parler, c'est ce dont des créateurs de notre temps considèrent qu'il est important, pour eux, en tous les cas, d'essayer de creuser une question, une interrogation, un doute, une souffrance, et de l'essayer de le partager par le cinéma. C'est exactement dans l'autre sens. Oui. La pompe s'est inversée. On entre dans la deuxième période. Oui, donc on va voir des films qui ont été programmés par les 5
directrices, enfin un directeur et 4 directrices déléguées générales, puis directrices artistiques, parce que ça change de nom. Au début, c'est délégué général, puis en plus, ils prennent l'appellation directrice artistique. Voilà. Donc, on va voir à partir de 2003, au moment où ça change, où ça devient Festival international de films documentaires. D'emblée demander à Corinne, on parlait d'explosion des formes, là c'est assez épatant, épatant, dans ce contexte-là, pour ce qui est de la programmation, il y a aussi, j'imagine, un problème qui se pose dans la mesure où il y a explosion des critères de sélection des films. En partie, je pense moi à une doxa qui était assez forte sur la voix off et le commentaire du réalisateur. Là, on voit 2 films où il y a présence du réalisateur ou de la réalisatrice dans le film. Ça, c'était quelque chose qui est nouveau. J'imagine qu'en tant que programmatrice, c'est quelque chose que tu t'es posé la question, évidemment, j'imagine. Alors, il faut quand même dire les choses. Je n'ai jamais été programmatrice de cinéma du réel. Mais non, mais c'est très important. On avait précisé. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, c'est très important. Donc, j'ai fait partie du comité de sélection pendant de nombreuses années, pendant 13 ans, je crois. Je pense que ces questions n'ont jamais été des barrières. C'est-à-dire le fait d'avoir un récit à la première personne, d'être devant un film essai et donc pas devant du cinéma direct, d'introduire de la mise en scène avec les personnes qui sont filmées extrêmement fortes. Ce sont quand même des éléments, des évolutions de forme qui ont été progressives et qui ont été absolument admises par ceux et celles qui étaient attentifs aux évolutions du documentaire et qui avaient du documentaire une idée généreuse et ouverte. Or, c'est le cas de toutes les personnes qui ont été dans les directions artistiques de cinéma du réel. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, il y a une espèce de paradoxe. Et après, je tendrai le micro à Catherine, ou peut-être après, parce que j'aimerais bien en discuter avec elle. C'est-à-dire que, certes, cinéma du réel accueille de nouvelles formes. Il y a une évolution constante. Yves l'a dit, l'apport des cinéastes venant des arts plastiques est très important. Et pourtant, moi, je relève une grande continuité. C'est une continuité qui est affirmée par chacun. Catherine parle de socle. Et en relisant les éditoriaux des différents directeurs, directrices plutôt qu'un directeur, je retrouve ça à chaque fois. C'est-à-dire un très grand sens de l'histoire dans laquelle ils s'inscrivent, et puis aussi du fait que Cinéma du réel est véritablement un festival de référence, qu'il doit tout le temps être ouvert, tout le temps être à l'écoute, accueillant les cinéastes dans leurs évolutions à eux de travail de forme. Et donc il y a une grande continuité, alors qu'en même temps, et c'est là le paradoxe, en ayant été membre des comités de sélection, je prétends que c'est la personne qui est la directrice artistique, le directeur artistique, qui fait la ligne, qui choisit, en fait. Il faut une personne. Alors, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec moi, trouveront ça antidémocratique. La démocratie n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Pour une fois, enfin, voilà, je suis désolée de mes propos et de ce qu'ils peuvent avoir de... Voilà. Mais en fait, il faut une personne. Une personne qui va imprimer sa marque. Et ce qui, pour moi, est très étonnant, c'est que j'ai côtoyé, et puis je connais Catherine, si je ne travaille pas avec elle, je la connais, j'ai vu des personnalités très diverses, vraiment très diverses. Et pourtant, quelque chose, et là, ça demanderait définition, ça rejoint
la question qu'on a posée tout à l'heure, hein, une certaine idée du documentaire. Et cette idée, elle peut avoir des choses qui peuvent sembler basiques, comme le fait que le documentaire, c'est du cinéma. Mais cette bataille n'est toujours pas gagnée. Moi, j'ai entendu, allez, je dis un nom, carrément, je fais Arnaud Laporte, allez, allons-y. Arnaud Laporte de France Culture, qui venait tous les ans à Cinéma du Réel, pendant Marie-Pierre, et puis peut-être après, faire une émission spéciale sur Cinéma du Réel, dire à un cinéaste, ah mais votre film, non, ah mais je sais plus le titre, ah mais ça c'est formidable, c'est formidable, enfin, c'est comme un film. Je suis sérieuse, hein. J'ai failli tomber de ma chaise derrière mon poste de radio. Et là, je me suis dit, mais alors, donc cette bataille-là, en tout cas, n'est pas gagnée. Donc c'est une des revendications qu'on pourrait appeler pour cette histoire d'une certaine idée du documentaire. Et l'autre serait certainement que ça a toujours été un laboratoire du cinéma. Mais du cinéma, de tout genre confondu. Et cette idée très profondément ancrée chez toutes ces personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler, tout ça fait que moi je vois dans les évolutions, mais j'ai envie de dire dans l'expansion, j'aime bien cette idée d'expansion, c'est en expansion et pourtant ça tient la ligne, quoi. Ça tient la ligne. Politiquement, éthiquement, philosophiquement, esthétiquement. Mais voilà, une ligne est tenue de très très forte. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la qualité de Cinéma du Réel. Pourquoi Cinéma du Réel est un festival aussi extraordinaire. Mais l'articulation entre personnalité de la direction artistique et continuité est pour moi un sujet d'interrogation. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette chose qui... Est-ce que c'est un paradoxe en tous les cas, c'est une espèce de moteur. Moi, je dis toujours, et je l'ai vécu à Cinéma du Réel, et comme je l'ai vécu auparavant au Festival de Belfort, à Entrevue, en fait... Pour moi, un festival, c'est un espèce de cargo. Donc, c'est un cargo, et un cargo, vous le savez, les paquebots ou les cargos, pour leur faire changer de direction, ça met du temps. Et il y a une espèce d'énergie, comment on appelle, d'inertie, comme ça, de force d'inertie, qui le fait avancer dans une direction. Et aussi, quand on décide ou quand on propose de devenir directeur artistique d'un festival, je crois qu'on propose, c'est parce qu'on aime le festival et qu'on a l'impression qu'on va monter à bord du cargo. Et ça, c'est très fort, c'est vrai. C'est-à-dire que la manière dont je programmais à Belfort, c'est pas du tout la même manière dont je programme à Cinéma du Réel. Et pourtant, c'est la même chose. C'est-à-dire, je suis la même. Et c'est vrai qu'il y a les deux. C'est-à-dire que je crois que le Cinéma du Réel tel qu'il existe aujourd'hui, depuis que j'ai pris la direction et surtout ces dernières années, n'est pas le même que celui que faisait Ravière, par exemple, et en même temps, c'est le même. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose c'est quelque chose avec lequel on avance sur deux jambes, en fait. On avance sur ce que représente le festival, aussi par rapport aux autres festivals, puisqu'on est aussi dans des stratégies, hein. Faut pas le nier, et ce que nous, on pense de ce que c'est que le cinéma. Alors, dans ce que tu as dit, il y a aussi autre chose, c'est effectivement l'idée, je crois, qui est forte au sein de Cinéma du Réel, c'est on défend le documentaire comme étant avant tout du cinéma. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que le cinéma ?
personne n'a été capable de le définir, jamais. C'est le documentaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, donc ça, Oui, c'est vrai. c'est un C'est aller-retour, quoi. C'est pas une boutade. Moi, je crois qu'il est rené le cinéma. Il est rené le cinéma. Et donc, s'il est rené, parce qu'il est rené documentaire, Oui, peut-être. dans ce sens-là. Et cette unité dont vous parlez, elle est simplement l'unité de la culture qui s'est constituée dans les 30, 40 dernières années et qui s'est constituée de la part de ceux qui font comme de la part de ceux qui regardent. Tout à fait. Même s'il y a eu des difficultés, des périodes plus ou moins, c'est cette unité-là qui compte. Et pareil, mais il y a une troisième chose qu'il faut jamais oublier, à mon avis, c'est que en tant que programmateur, donc on avance avec le socle, ce que j'appelle le socle, avec l'inertie du festival, avec sa propre subjectivité, parce que là, je suis complètement d'accord avec toi. Pas de démocratie, voilà, nous sommes des autocrates. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on fait avec la puissance du cinéma au moment où on est là. C'est-à-dire que Bazin n'aura jamais été Bazin sans le néo-réalisme. Et le cinéma du réel d'aujourd'hui ne serait jamais là sans le foisonnement des formes du cinéma que l'on appelle documentaire ou de non-fiction. J'aime pas beaucoup le terme de non-fiction parce que définir quelque chose par la négative, c'est toujours un peu embarrassant. Mais c'est vrai que... Et moi, je revendique cette chose que j'appelle le documentaire expanded, quoi. On montre des choses. Et puis aussi, une dernière chose dans qu'est-ce que c'est que la programmation. Je pense que, moi je le dis, mais je pense que c'est ce que pensent aussi beaucoup de gens qui programment, c'est qu'on fait très attention quand on propose les films les uns à côté des autres, c'est que chacun soit vu dans sa singularité. Et que quand on accueille des spectateurs dans la salle, on a envie non pas qu'ils voient 15 fois le même film, mais qu'à chaque fois qu'ils s'assoient dans la salle, ils se disent « Ah ouais, c'est ça le documentaire ». Et puis l'autre film, ah non, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que on veut que les films, ils existent dans leur singularité. Et donc, du coup, on fait une programmation qu'on appelle ouverte, mais aussi qui décline cette puissance cinématographique et ces différentes formes possibles du cinéma. Donc, en fait, pour te répondre, Annick, c'est pas une difficulté, toutes ces formes qui arrivent. C'est le contraire, c'est une chance, c'est un plaisir, c'est une joie, bien sûr. Oui. Mais pour ça, il faut effectivement ne pas partir avec des idées. Enfin, voilà, être ouvert, avoir envie de présenter quelque chose d'ouvert. Et exactement, le résultat en est ce que dit Catherine. Mais plus, pardon, oui, juste encore un mot, plus cette planète documentaire s'étend, plus il y a à la fois une richesse en nombre et une richesse en singularité des aventures et des expériences, plus la question de la programmation devient essentielle. Et surtout, avec le passage au numérique, aux plateformes, etc., il ne s'agit pas c'est pas des bibliothèques ou des vidéothèques mortes où les gens iraient chercher, on ne sait pas comment d'ailleurs, ils iraient chercher par les sujets, par les quoi. Donc la question de la programmation, c'est-à-dire d'une autorisation finalement de la programmation, de l'organisation d'une offre, comme ça a été décrit, va devenir de plus en plus importante dans le rapport entre les publics et la masse, en expansion de la création. Bien sûr, et c'est là où intervient ce que tu disais, Corinne, la direction artistique, c'est-à-dire que au niveau d'un comité de programmation, on peut dire voilà, tel film est intéressant à tel titre, ou en rejeter d'autres évidemment. Mais après, il y a aussi ce travail-là de programmation, c'est-à-dire les films vont se parler les uns aux autres, les uns avec les autres au cours de cette programmation. Alors parfois, il y a
que les programmateurs qui le voient, ça, ce travail-là qui est fait et le lien qui se fait entre les films. Mais n'empêche que même si chaque spectateur n'a pas vu l'ensemble, je pense que ça se sent réellement dans l'esprit d'un festival, par exemple. Quand c'est pour un festival, je pense que pour une chaîne, ça peut être pareil, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée, qui est de l'ordre de la couleur de ce qu'on va mettre là sur l'écran. Alors, du coup, si vous voulez bien, je veux bien prendre dans l'ordre un petit peu. Hein, pas les films, mais aussi les films, du coup. Parce que ce sont des expériences différentes. Alors moi, je veux bien vous parler un petit peu de ça. Alors, il ne faut pas non plus que vous espériez de moi la cuisine, les recettes, les plats et tout ça, parce que j'en suis incapable. Parce que, voilà, même si j'ai été, donc de nouveau, pas la personne qui a décidé, mais témoin de la manière dont les programmations se faisaient, c'est assez proche d'un montage de film documentaire, d'un montage compliqué, de film documentaire compliqué à monter, avec des hauts, des bas, des moments, des tunnels. Aucun film. On regarde tous des centaines de films et pendant une semaine, 2 semaines, rien. Rien. Vraiment, on se dit, mais il n'y en aura pas. Et puis d'un seul coup, 2 films qui nous émerveillent, en tout cas la majorité d'entre nous. Et puis là, on se dit, waouh, ça y est, ça commence, voilà. Puis peu à peu, les choses se construisent, etc. Mais donc, c'est très comme ça, avec des hauts et des bas. Et c'est une alchimie complexe qui peut difficilement s'expliquer comme ça. Enfin, moi, je n'en suis pas capable. En tout cas, je ne suis pas capable de synthétiser ça. Alors, bref, je vous raconte un petit peu. Donc, Marie-Pierre Duhamel-Muller prend la direction de Cinéma du Réel pour l'édition de 2005. Voilà. Et donc, elle m'appelle pour travailler avec elle. Et donc, je vais être son adjointe pendant 2 ans. Et puis ensuite, faire partie du comité de sélection. C'est difficile avec Marie-Pierre Duhamel-Muller car elle n'a pas de comité de sélection, elle le refuse, elle n'aime pas ça. Et donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Elle va écrire, parce que j'étais obligée de chercher un petit peu, j'ai une très mauvaise mémoire, donc j'ai cherché un petit peu, mais j'ai vu regard, conseil, enfin, toutes les... comment dire, tous les équivalents, mais pas comité de sélection. Donc, puis là j'ai ramené quelque chose pour vous faire rire. Donc elle m'appelle pour Cinéma du Réel. De mes expériences précédentes, je sais regarder un film, je sais en penser quelque chose, mais c'est à peu près tout. Je ne connais rien au festival, à ce comment on fait un festival. J'étais que spectatrice. Et donc j'apprends, je vais le dire, aller à la trique, c'est-à-dire dans des conditions très dures, parce que le festival, et Suzette, elle est là-bas, et était dans des conditions très difficiles, très peu de personnes, une équipe vraiment très maigre, voilà, peu de moyens et financiers et humains. Et donc, en tout cas, la première année, il m'a fallu à la fois apprendre ce qu'était un festival et le faire en même temps, et dans des conditions vraiment très dures. Donc voilà, mais en même temps, c'était extraordinaire. Voilà. Marie-Pierre avait eu l'expérience de très grands festivals avant celui-là, et puis de multiples fonctions dans le documentaire, et par conséquent, elle m'a énormément appris. Elle était pendant 10 ans l'administratrice de l'unité documentaire entre 87 et 96 ou 17. Oui. Voilà. Elle a tout fait. Voilà, elle a tout fait. Donc c'était une chance extraordinaire, quoi. Vraiment très difficile, mais extraordinaire. Donc elle m'apprend ce qu'il est important dans un festival, et avec une extrême exigence et rigueur. Et donc, juste pour vous faire rire, je vous ai apporté, parce que j'apprends à travailler avec les graphistes et les imprimeurs, hein, c'est un travail important, le travail d'édition, hein, dans les festivals. Et la 2e année, nous changeons de maquette. Et je fais des bêtises, hein, bien sûr. Comme je suis novice et ignare, je fais des bêtises. Et là, je fais une grosse bêtise, et la trace en sera gardée à tout jamais. Voilà, regardez, c'est immonde, c'est blanc.
C'est vraiment pas beau, hein. N'importe qui. Personne n'aurait fait ça. Regardez. Bon, bref. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas compris que l'imprimeur me parlait du dos. Enfin, moi, je pensais que c'était ça. Et il me dit, il est blanc. Ben oui, il est blanc. La puberté, elle est blanche. Et donc, je dis, ben oui, blanc, blanc. Il me dit, ah oui, vous êtes sûr ? Ben oui, blanc. Et en fait, le dos, c'est ça. C'est le genre de choses que j'ai appris. C'est une petite chose, mais il y en a eu des tas de comme ça que j'ai appris, voilà, auprès de Marie-Pierre Duhamel-Muller. La manière... Durel n'a plus les moyens de faire de catalogue. Tout fout le camp. Ni aussi épais. Beaucoup de festivals non plus. Tout fout le camp. À ma décharge, comme on changeait de maquette, avant, il n'y avait pas de dos. Eh oui, dans l'autre maquette. Bref. Non, mais ça, c'est juste pour vous faire rire. Donc, la manière dont fonctionnait Marie-Pierre pour la programmation était la suivante. D'abord, elle regardait beaucoup. Moi, j'essayais de regarder au maximum. Il y avait quelques personnes qu'elle sollicitait également. Nous avions moins de films que les quantités extravagantes qui ont suivi. Hein. Mais quand même, on en avait pas mal. Il faut dire qu'elle programmait aussi toutes les sections de hors compétition. Donc la compétition et les sections de hors compétition. Donc c'est un travail monumental. Elle a montré énormément de films. Donc moi j'étais là pour soutenir, pour essayer de montrer des choses. Et comme il n'y a pas de comité de sélection, eh bien il n'y a pas de réunion des personnes qui regardent. Voilà. Et ce sont des échanges un peu informels comme ça. Là on échange un petit peu sur les films. Mais à un moment, avant que la programmation soit rendue publique, ce que faisait Marie-Pierre, c'est qu'elle nous convoquait. Alors, nous étions 3-4, dont Yann Lardot et moi. Je pense que Luciano Barisone a été quelquefois là parce qu'il était un des regards importants. Et elle nous présentait la programmation, sa sélection de compétition. Et c'était un moment où elle faisait le récit de cette sélection. Elle faisait son récit de cette sélection et elle était là non pas pour que nous approuvions quoi que ce soit, mais pour que nous soyons les personnes à qui elle s'adressait et à qui elle testait si elle pouvait défendre ces choix. Et dire pourquoi les films. Et pourquoi les films ensemble. Les films individuellement, puis bien sûr les films ensemble. Et donc c'était un moment vraiment important. Alors nous savions les films, bien sûr, on en avait discuté, on ne les découvrait pas à ce moment-là, mais à ce moment-là, on découvrait l'ensemble qu'elle avait pensé. Voilà. Sachant que pour elle, et ça j'ai moins retrouvé chez les autres directeurs, directrices artistiques, la sélection de compétition s'adressait certes au public, mais s'adressait aussi vraiment au jury qu'elle avait choisi. C'est-à-dire, elle avait choisi le jury, elle choisissait les films, et je vais aller jusque-là, le palmarès devait en découdre. Non mais sérieux, c'est très particulier comme manière de en découdre. C'est drôle ça. C'est drôle. Le lapsus est excellent. Devait en découler. Et personne ne devait en découdre. Donc c'était une façon très, très particulière de fonctionner. Voilà. On en découvre forcément, parce que quand je suis sorti d'Arte, j'ai eu le privilège après et le temps d'avoir été juré dans plusieurs festivals, Lyon, etc., le etc. Et là, on en découvre, c'est pas du tout... On en découvre au sens fort, au sens noble. Bien sûr. Alors, l'autre petite chose, c'est la place de la compétition française. Alors, là, ça s'est appelé compétition, avec Marie-Pierre, ça s'est appelé compétition française au début, puis ensuite Panorama. Et puis, avec Ravière, non, sélection
sélection avec Marie-Pierre, puis ensuite Panorama, puis Contre-champ français avec Javier Paquer-Comín. Et Maria a, elle, remis compétition française. Alors, ça veut dire quelque chose, ça, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose comme un espèce de malaise sur la compétition française, la sélection des films français, sachant que ça a toujours été compétitif. Il y a toujours eu les prix. Mais comme si, et c'est un peu terrible, hein, je ne sais pas quoi en penser, comme si les films français étaient un peu une sous-compétition, sachant que le choix des quelques films français qui allaient monter, c'est comme ça qu'on disait, hein, monter en compétition internationale était un choix extrêmement délicat, extrêmement discuté, âprement décousu. Et sachant qu'il y a quand même quelques cinéastes français qui disaient si je ne suis pas en compétition internationale, je ne viens pas. Ah oui, ça allait jusque-là, bien sûr. Vas-y, Catherine. Alors, je peux dire quelque chose sur cette idée il se trouve que le Festival Cinéma du Réel est un festival qui se passe en France. La France est un des pays qui produit le plus de documentaires en Europe. C'est très compliqué de se débarrasser d'une sélection française. Oui, bien sûr. Et de la part, il faut savoir aussi que le Cinéma du Réel, maintenant, est un festival qui est co-organisé par une association des Amis du Réel qui représente la profession et la BPI. Et que vis-à-vis de la profession française, ce n'est pas possible que la production française ne soit pas représentée dans une large proportion. Donc c'est vrai qu'on est très embarrassé parce que parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de films français que qu'il y a beaucoup de bons films. Ça, c'est pas vrai. Et du coup, c'est vrai qu'on est toujours un peu embarrassé avec cette histoire. Et par rapport à cette idée de monter des films français en compétition internationale, alors moi j'ai été d'une lâcheté formidable, je ne le fais pas. C'est-à-dire que j'ai une compétition dans laquelle il y a, en long métrage, aujourd'hui ça sera plutôt 16 longs métrages étrangers, 16 longs métrages français. Et c'est au jury de décider qui aura le grand prix du film français, qui aura le grand prix du film international et qui aura le grand prix du cinéma du réel. C'est-à-dire que... Pas au point quand même que le grand prix du film français est donné à un film portugais. Non, quand même pas. Mais donc mon jury long métrage voit tous les longs métrages français et tous les longs métrages étrangers. C'est dingue parce que je ne l'avais pas remarqué, ça. Et donc, si tu remarques, il y a une seule compétition depuis 2 ans. Enfin, ça a toujours été comme ça, mais maintenant, c'est très clair. Il y a une compétition dans laquelle tu as une sélection française et une sélection étrangère. Mais le jury long métrage, et donc il y a un jury long métrage qui voit tous les longs métrages et un jury court métrage qui voit tous les courts métrages. Et parce que je me souviens très bien, pour avoir accompagné André Vanine avec l'histoire du bus 402 sur ira-t-il en international ou pas. Et André, bon, c'est pour ça aussi que, par exemple, je ne fais pas de compétition de premier film. Il y a un prix du premier film, mais tous les premiers films sont dans la compétition. C'est-à-dire que si ton film est un bon film, qu'il soit premier, deuxième ou troisième, il est dans la compétition. Si j'estime ou si on estime que c'est bien, mais pas si bien, etc., ben il n'y est pas. Parce que pourquoi une compétition premier film, c'est moins bien qu'une compétition. Voilà. Donc on a un peu, et c'est une façon un peu lâche de se dépatouiller avec cette question, parce que en revanche, ce qui est très important, je pense, pour la notoriété du festival, dont on n'a pas parlé, parce que l'évolution des festivals est très importante. Depuis, les festivals se sont professionnalisés, on est en concurrence, mais ce n'est pas une histoire de concurrence, c'est-à-dire qu'on est des vrais moments forts pour les films, on se veut
des lampes de lancement pour les films. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, pendant que tu vas t'en souvenir, et cela est d'autant plus vrai, confère plus haut, que les sorties salles se multiplient mais sont extrêmement compliquées parce qu'il n'y a pas de promotion et donc les films passent sous les radars, ça c'est un vrai problème, parce qu'une sortie salle ça coûte cher en termes de promotion et que les films documentaires ont quand même déserté les grandes chaînes en tout cas. Oui, ce que je voulais dire, c'est vrai que du coup, on est comme on est un grand festival international, c'est important que les professionnels internationaux viennent en France et qu'ils considèrent Cinéma du Réel comme un festival prescripteur pour le cinéma français. Parce qu'il y a tellement de documentaires français. Voilà, et c'est pour ça que j'exige, alors que des amis producteurs préféreraient que non, que les films français soient des premières mondiales, pour que les internationaux qui viennent à Paris sachent que les 16 longs métrages français qu'ils voient, ils les voient pour la première fois, que c'est leur première mondiale et qu'ils peuvent repartir avec pour faire une première internationale dans leur festival. Mais c'est vrai que la place du cinéma documentaire français nous oblige à donner une place importante à une sélection française, même si, et nous en ce moment on est en plein temps de sélection, c'est douloureux. D'autant que la France a été, pendant un certain temps, peut-être un peu moins maintenant, la seconde patrie de tous les cinéastes. Et qu'il y a eu énormément de films de cinéastes étrangers qui ont trouvé des productions en France pour... Là, juste, le temps file et je ne voudrais pas qu'on échappe à la question du mode de travail que tu as, toi, Catherine, au Cinéma du Réel aujourd'hui, par rapport à ce que disait Corinne tout à l'heure. Alors, moi, j'ai un comité de sélection et dont Christian, qui est là, fait partie. Les critères de sélection du comité de sélection? Alors vraiment, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de critères de sélection. Chacun vient... donc, on a un comité de sélection parce qu'on reçoit... On voit à peu près 2000 films. Donc, combien? Donc, ils sont 5 plus moi, ça fait 6. Chacun remonte un certain nombre de films. On fait des réunions régulières toutes les semaines à peu près, à partir du mois de septembre, ou tous les 10 jours, et on remonte des films. Alors, on est très généreux dans le sens où, dès qu'il y a quelque chose qui nous paraît intéressant, même si ça ne nous intéresse pas nous personnellement, enfin, si ça ne les intéresse pas eux personnellement, parce que, en fait, j'ai un comité de sélection, mais je connais chacun très très bien. Je sais exactement ce que chacun aime dans le cinéma. Donc quand il aime un film, je sais exactement pour quelle raison il aime. Parfois il n'est même pas obligé de me dire pourquoi. Je sais. Donc c'est important pour moi d'avoir des gens très différents. Et donc comme ils sont très différents, entre eux ils se connaissent aussi un peu. Et donc ils disent non, moi ça ne m'intéresse pas, mais peut-être que lui ça va l'intéresser. Et si à partir du moment où il y en a 2 qui sont intéressés, alors on en reparle tranquillement et tout le monde va les voir. Mais à la fin, la personne qui décide, c'est moi. Oui, parce que Corinne disait tout à l'heure, la majorité, non, la minorité, au contraire, va décider. Oui, bien sûr. Oui, c'est vous. Alors, par ailleurs, et je décide aussi en fonction à la fois de mon sentiment sur les films, mais aussi de la manière dont chacun a réagi au film. C'est-à-dire que ça m'arrive de montrer des films que moi je n'apprécie pas, que je ne vais pas défendre moi personnellement. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'une partie du comité de sélection trouve ça génial. Et alors, ils sont formidables parce que ça va de « c'est un chef-d'œuvre » à « si jamais on montre ça, j'aurais honte, c'est une honte, on se déshonore ». Enfin, vous voyez les grandes discussions. Voilà. Donc, moi j'aime bien ça parce que s'il y a un truc comme ça, alors je me dis... Là, il y a quelque chose. Ça gratte. Moi, je préférerais toujours un film où il y a des oppositions que tout le monde dise « Ouais, c'est pas mal. » Ouais, non, mais il n'y a rien à dire, c'est pas mal. Bon, il n'y a rien à dire, c'est pas mal.
ça fait pas envie, quoi. Donc je décide à la fin. Donc au fur et à mesure, on invite des choses. C'est toujours moi qui dis oui, on invite. Alors parfois, je dis non, on n'invite pas, on attend. Et puis parfois, je dis ouais, là, on y va. C'est pas et parfois, on y va sur des films où tout le monde n'est pas d'accord. Mais c'est vraiment un truc comme ça. Et puis, je reconnais dans ce que... Et puis par ailleurs, avec Christian, on travaille sur le hors compétition ensemble aussi. Et donc, on voit aussi beaucoup de films pour nos séances spéciales, pour Front Populaire. Voilà. Christian, il voit énormément de films avec moi. Et surtout, ça, c'est très important, ce que tu dis sur raconter la programmation. Moi, je dis, je vais chanter les films. Donc, c'est encore mieux. Ouais, j'aime bien ça. C'est-à-dire, je raconte pourquoi tel film est là, tel film est là, tel film est là. Et depuis plusieurs années maintenant, j'essaye de raconter non pas simplement la compétition, mais aussi comment l'ensemble des films par lesquels on va passer, hors section, c'est-à-dire, puisque nous, on a des différentes sections, comment ce que disait Marie-Pierre de si belle manière, comment chacun il se donne la main et comment une année, la programmation d'une année est construite. Et là, par exemple, le regard de Christian sur cette programmation est très important parce que souvent, si moi je suis un tout petit peu trop... à Christian, on travaille ensemble depuis Belfort, donc on se connaît vraiment bien. Et si moi, par exemple, je suis trop partie sur des partis pris un peu trop sombres, un peu trop... enfin, oui, si je vais un tout petit peu trop dans une direction et que ça manque d'ouverture ou ça manque de fraîcheur ou de respiration, Christian est là pour dire non, là t'exagères, c'est trop. Et c'est parce que je raconte qu'il peut le dire, parce qu'effectivement il entend la couleur, quoi, le chemin. Et je pense que une programmation, c'est aussi, je vais le dire dans un gros mot, c'est aussi du storytelling, quoi. C'est aussi comment on la raconte, comment on la présente. Corinne, tu voulais... Non, j'avais prévu d'évoquer les autres et puis Mais oui, mais il n'y a pas le temps. Mais je peux dire en 2 mots. C'était beaucoup plus classique dans la mesure où il y avait un comité de sélection organisé, voilà, avec des réunions régulière, avec une manière de faire remonter les films aussi. Alors ça, je ne sais pas si vous pratiquez, mais nous pratiquions le fait de mettre une note et d'écrire quelques lignes sur les... Ça, c'est la manière dont nous pratiquions avec Ravière et avec Maria. Alors nous, c'est pas obligé. Je pense chacun a écrit des choses pour lui parce qu'il va devoir en parler aux autres. On a effectivement un système d'étoiles, mais alors moi je mets toujours la même étoile à tout le monde. Voilà, c'est vraiment, c'est plutôt le moment où on va se parler et dire je veux que le film soit vu par d'autres. Alors sur ce point-là de se parler, Ravière était quelqu'un qui nous écoutait attentivement, prenait même des notes, parlait entre nous, mais échangeait assez peu, puis ensuite partait avec les films dont nous avions parlé. Maria poussait les échanges beaucoup plus loin avec nous au cours de ces réunions. Ça, c'est la principale différence, qui est une différence liée à la personnalité, à la façon de fonctionner de l'un et de l'autre. Donc malheureusement, c'est ça, il faut qu'on... Alors, merci. Merci, bonsoir. J'ai une question qui est la suivante. Est-ce que vous pensez que sur YouTube ou Instagram, il y a des chaînes documentaires exclusives? Sur YouTube, certainement, des films anciens surtout. Sur Instagram,
j'en ai pas vu, mais je ne suis pas une furieuse d'Instagram. C'est... Ben, y a des classiques hein, sur YouTube. Ah, exclusif à YouTube, ça c'est une vraie question. Ça c'est une vraie question. Alors là, on ouvre sur un autre type d'écriture, etc. Mais là, moi, j'ai pas de réponse. Bah, c'est pas parce que votre question, elle me fait penser à l'époque où, par exemple, quand les petites caméras sont arrivées, où on a dit ça va changer le documentaire, etc. En fait, il y a eu des très grands films qui ont été faits avec des petites caméras et des choses pas très intéressantes. Ça ne change pas tout. Et la chaîne YouTube, il y a des gens qui font des choses qui sont certainement du cinéma qui sont sur YouTube, et puis des gens qui font du reportage, du clip. Voilà. Je ne pense pas que le lieu de diffusion va rendre quelque chose plus ou moins cinématographique. Le seul problème, c'est par exemple sur Instagram. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que j'aime beaucoup, qui a dit « Aujourd'hui, le cinéma, il est coincé entre les stories et la série. » Et c'est vrai qu'il y a un truc comme ça, c'est-à-dire le cinéma, qu'il soit de fiction ou documentaire, et il a une forme et une durée qui se trouve entre les deux, c'est-à-dire entre la story sur Instagram qui dure, je crois, 3 minutes, et la série où tu es sur un récit qui n'en finit pas, le feuilleton, etc. Et le cinéma, il a une place qui est la sienne et qui est une belle place. Il faut qu'il la tienne. Alors, comme il est temps malheureusement déjà de terminer, je veux juste finir en vous disant que c'est une première rencontre sur la question de la programmation, qu'on a l'intention d'en faire une deuxième, et celle-ci plutôt sur la question du métier de programmatrice ou programmateur, c'est-à-dire là beaucoup plus dans ce que tu présentais tout à l'heure, Catherine, c'est-à-dire à un moment donné, c'est moi qui fais le final cut, et donc qu'est-ce que tu portes à ce moment-là comme responsabilité, comme regard, toi, voilà, sur les films. Voilà. Donc ça sera une autre histoire et une autre rencontre. Donc je ne sais pas à quelle période c'est exactement, c'est peut-être en octobre ou c'était ça. Je me souviens plus ce qu'on avait dit. La programmation en décembre. En décembre. À chaque fois, on a 3 rendez-vous par an pour mener des rencontres. Et du coup, une en décembre, une en mars et une en juin. Et donc, décembre prochain, on se retrouve également sur cette question. Je peux faire de la pub ? Donc, juste pour vous dire que cette année, le cinéma du réel aura lieu du 22 au 29 mars. Enfin, cette année, c'est-à-dire en 2025, 22 au 29 mars. Que comme le centre sera en train de fermer, il ne sera pas complètement fermé, donc ne vous inquiétez pas, le centre sera ouvert, mais nous n'y serons pas. Donc, n'y allez pas pour le cinéma du réel. Nous serons dans les salles du quartier latin, l'Arlequin, donc 2 salles à l'Arlequin, le Saint-André-des-Arts, le Reflet Médicis et le Christine Cinéma Club. Et puis toutes les activités que l'on appelle Paris Doc. Donc Paris Doc, c'est le volet professionnel qui a commencé il y a une dizaine d'années avec Maria. Voilà. Et donc ça aura lieu au Théâtre de l'Alliance française. Le centre Pompidou sera encore ouvert, mais pas les sous-sols. Et c'est pour cette raison que nous n'y serons pas. Je vous le dis parce que comme ça va être ouvert, il y a des gens ils vont croire que c'est encore au centre. Enfin, donc non, nous n'y serons pas. Juste pour resituer un peu par rapport, d'ailleurs, à ce que disait Corinne tout à l'heure, Luc Moulet, une phrase Luc Moulet en 77-78, que ça situe un peu tout le temps du réel, qui montre ses films à des exploitants qui lui disent « mais c'est pas un film, c'est un documentaire ». Voilà. Et tu citais tout à l'heure, aujourd'hui, on ne dit pas, mais c'est pas
c'est pas un documentaire, c'est un film. Voilà. Cette notion de film est interrogée justement à l'époque d'Instagram et des séries. Qu'est-ce que c'est qu'un film? Et je pense que si on tient au documentaire, c'est que justement c'est sa pleine existence de film qu'on utilise maintenant, quel que soit d'ailleurs le support sur lequel il est fait. Voilà, merci. Merci à vous. Merci beaucoup et on se retrouve documentaire sur grand écran pour programmer justement le 7 janvier avec une soirée dédiée à Émilie Brisavoine avec Pauline Sarache suivie de l'avant-première de Maman déchire. Merci beaucoup. Bonne soirée.